Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est une œuvre d'historien dans le sens moderne du terme que je me propose de vous présenter. C'est l'une des œuvres phares d'un très célèbre historien belge de la première moitié du XXe siècle qui s'appelle Henri Pirenne. Et c'est sa dernière œuvre, son œuvre posthume même, puisqu'elle a été publiée en 1937, 2 ans après sa mort, par les soins de son fils Jacques Pirenne. Cette œuvre, c'est une œuvre qui a redéfini la périodisation de l'Antiquité et du Moyen Âge. Elle s'appelle Mahomet et Charlemagne. Henri Pirenne, qui c'est? Et avant même de présenter Henri Pirenne, je voudrais dire un mot de l'illustration qui a peu de rapport avec l'objet du livre, puisque les éditions Perrin ont choisi pour illustrer le livre Mahomet Charlemagne une illustration qui est présente dans un manuscrit de Pierre Appianus, manuscrit qui s'appelle l'Astronomicum Caesarum, et qui représente ici un Vauvel. Enfin, le manuscrit, c'est un manuscrit d'astronomie. Et là, nous avons un Vauvel qui a été nommé les Antipodes. Et ce manuscrit, donc, dont fait partie cette gravure que vous avez sur le livre, était dédié à Charles Quint. Alors, quel rapport trouver entre cette image et le livre d'Henri Pirenne? Certainement que les Antipodes, cette illustration a la prétention de décrire un monde idéal uni, et la notion de monde et d'unité dans le livre d'Henri Pirenne, d'unité et ensuite de division, est présente, et c'est sans doute ce message-là, cette similitude-là qui a certainement guidé le choix des éditeurs vers cette illustration. C'est la seule explication que je peux en donner. Henri Pirenne, donc, est l'un des plus célèbres historiens de la Belgique. Le plus célèbre historien de la Belgique. C'est l'équivalent d'un Michelet en France. Quoique il est meilleur que Michelet, je trouve, mais puisqu'il est objectif dans ses dires. Henri Pirenne a été historien toute sa vie, puisqu'il a commencé sa carrière par une thèse sur les villes. C'est un expert de l'histoire urbaine du Moyen-Âge, Henri Pirenne. Il a commencé en éditant une thèse sur la constitution de la ville de Dinan au Moyen-Âge, en 1889. Et il a ensuite enchaîné bien plus tard, en 1927, quand sa réputation n'était plus à faire, par une histoire économique et sociale sur les villes du Moyen-Âge. Il a été professeur à l'université de Gand de 1886 à 1930, donc quasiment toute sa vie. Et dans ce cadre, il était en charge d'enseigner l'histoire de la Belgique et l'histoire du Moyen-Âge. Donc c'est un des grands médiévistes du XXe siècle, et le plus grand médiéviste de Belgique. Et dans le cadre de son enseignement, il a publié en 7 volumes une monumentale histoire de la Belgique, puisque c'était la mission qu'on lui avait confiée quand il était professeur à l'université de Gand. Et donc Henri Pirenne est surtout connu de nos jours. Il est connu en Belgique pour son histoire de la Belgique en 7 volumes. On peut bien l'entendre. Mais à l'international, Henri Pirenne est surtout connu pour son œuvre posthume, qui a suscité beaucoup de débats et qui a remis en question la périodisation traditionnelle de l'histoire en Europe. Ce livre, c'est celui que je vous présente, c'est le livre Mahomet et Charlemagne. Pourquoi? Eh bien, vous avez appris, et l'ensemble des élèves européens ont appris que
l'Antiquité prenait fin avec la chute de l'Empire romain d'Occident et qui s'est faite dans la personne de Romulus Augustule en 476 de notre ère. Mais la thèse d'Henri Pirenne, toute la thèse d'Henri Pirenne dans ce livre, c'est de remettre en cause cette théorie et de placer la fin de l'Antiquité non pas à la chute de l'Empire romain d'Occident, qui n'a pas d'importance pour Henri Pirenne, mais au moment où l'islam fait irruption dans le bassin méditerranéen et coupe l'unité économique, culturelle et intellectuelle de la Méditerranée, qui avait survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et de fait, Henri Pirenne, et tout l'objet de la thèse d'Henri Pirenne, c'est de placer le début du Moyen-Âge non pas à cette chute de l'Empire romain d'Occident, qui n'est pas si terrible pour Henri dans l'esprit d'Henri Pirenne, mais à l'avènement de Charlemagne, qui consacre la rupture entre l'Orient méditerranéen et l'Occident méditerranéen, rupture qui n'a pu être rendue possible que par l'intermédiaire de l'islam et que par l'irruption de cette nouvelle civilisation qui était l'islam. Et la formule la plus connue de ce livre, la plus lapidaire, la plus impactante que l'on ait, c'est celle-ci qu'Henri Pirenne a écrit dans le livre. Sans l'islam, l'Empire franc n'aurait sans doute jamais existé. Et Charlemagne sans Mahomet serait inconcevable. Et de fait, son livre est organisé en deux grandes parties. La première partie, elle a pour objet de justifier le fait que 476 ne met pas fin à l'Antiquité et qu'il y a une continuité de ce qu'Henri Pirenne appelle la romanité. La continuité de la romanité qui est rendue possible. La première partie s'appelle l'Europe occidentale avance l'islam. Donc il y a une continuité civilisationnelle qui est rendue possible par l'assimilation des barbares, le peu de personnalité qu'ont les barbares et leur grande malléabilité, si vous voulez, qui font qu'ils ont vaincu les Romains, mais qu'ils n'ont pas créé une nouvelle civilisation ou un nouvel État qui pouvait se proposer de faire table rase du passé romain. Non, ils ont été des successeurs fidèles et presque serviles de la civilisation romaine. Et voilà comment Henri Pirenne l'explique au début de son livre sur ces Germains qui ont mis à mal l'Empire romain d'Occident. Comment ils ont réagi? Eh bien, ils se sont assimilés. Et voilà comment Henri Pirenne le résume. Il dit au début de son livre: il n'y avait pas non plus de force morale du côté de l'attaque. Rien n'animait les Germains contre l'Empire. Ni motif religieux, ni haine de race, ni moins encore de considération politique. Au lieu de le haïr, ils l'admiraient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'y établir et en jouir. Et leurs rois aspiraient aux dignités romaines. Rien de semblable au contraste que devaient présenter plus tard musulmans et chrétiens. Et donc là, dès le début du livre, il met en intrigue la différence fondamentale qu'il y a entre les invasions germaniques et barbares en Occident et l'invasion tout aussi foudroyante et même bien plus foudroyante de l'islam en Orient qui s'est faite 200 ans plus tard. Et il nous explique bien que ces Germains ont un caractère malléable du fait d'un polythéisme sans personnalité qui a permis de les asservir. Ensuite, il souligne la continuité économique de ce monde romain. Et la continuité culturelle.
euh, il dit un peu plus loin que les rois germains reconnaissaient l'empereur byzantin et qu'il n'y a pas eu de fracture avant la continuité économique, pardon. Il reconnaît bien qu'il n'y a pas eu de fracture fondamentale entre l'Occident et l'Orient et que cette unité a perduré. Et de fait, les rois barbares reconnaissaient l'autorité de l'empereur byzantin. Clovis était tout à fait enthousiaste à l'idée d'être nommé consul. Théodoric n'a été qu'un patrice et un commandant confirmé par l'empereur de Byzance. Et tous les Germains se recommandaient à l'empereur byzantin et demandaient à l'empereur byzantin souvent de jouer l'arbitre dans leur querelle. Que dit Henri Pirenne? Sans effet, il n'y aura plus d'empereur en Occident, avant Charlemagne. En fait, tout l'Occident est une mosaïque de royaumes barbares. Ostrogoths en Italie, Vandales en Afrique, Suèves en Galice, Visigoths en Espagne et au sud de la Loire, Burgondes dans la vallée du Rhône. Au nord de la Gaule, ce qui restait encore de Romains sous Syagrius est conquis par Clovis en 486, qui écrase les Alamans dans la vallée du Rhin et rejette les Visigoths en Espagne. Enfin, en Bretagne, se sont fixés les Anglo-Saxons. Ainsi, au commencement du VIe siècle, il n'y a plus un pouce de terre en Occident qui obéisse à l'empereur. La catastrophe semble énorme à première vue, si énorme qu'on date de la chute de Romulus comme un second acte du monde. À y regarder de plus près, cependant, elle apparaît moins importante. Car l'empereur n'a pas disparu en droit, il n'a rien cédé en souveraineté. La vieille fiction des fédérés continue, et les nouveaux parvenus eux-mêmes reconnaissent sa primauté. Les anglo-saxons seuls l'ignorent. Pour les autres, il reste comme un souverain éminent. Théodoric gouverne en son nom. Le roi burgonde, Sigismond, lui écrit en 1516-1518 « Vester quidem est populus meus » « Mon peuple est le vôtre ». Clovis se fait gloire de recevoir le titre de consul. Pas un n'ose prendre le titre d'empereur. Il faudra attendre pour cela Charlemagne. Constantinople reste la capitale de cet ensemble. C'est elle que le roi wisigoth, ostrogoth et vandale prennent comme arbitre de leur querelle. L'empire subsiste en droit par une sorte de présence mystique. En fait, et ceci est beaucoup plus important, survit la Romagna. Voilà, c'est là que Pirenne introduit sa notion de Romagna, qui est très importante. La Romagna, c'est quoi? Ce n'est pas l'homogénéité étatique de l'Empire romain d'Occident, c'est la culture romaine qui subsiste malgré la chute de l'empereur et qui subsiste dans les institutions héritées du monde romain et qui sont gardées par les barbares qui sont en minorité. Les rois germains sont en minorité et ils héritent du droit romain. Ils reconnaissent l'autorité de l'empereur maintenant unique qui est à Byzance. Aucun bouleversement à part le fait qu'il n'y ait plus un empereur même n'a bouleversé la vie des Romains, des Gallo-Romains et du monde romain qui est toujours uni commercialement, intellectuellement et culturellement par une communauté d'habitude dont la partition politique partition politique de l'Empire d'Occident n'a pas chamboulé la vie quotidienne des Romains. Voilà ce que dit Henri Pirenne, et voilà pourquoi elle dit que finalement, de parler de rupture dans l'Antiquité en 476, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent, ce n'est pas là que la rupture s'est faite, ce n'est pas là que la continuité et l'unité de la Méditerranée a été cassée. Et puis, il prend pour autre argument de cette unité, eh bien, l'économie. L'économie va souder, pour Henri Pirenne, le monde est perpétué, le monde romain, puisque il y a tout autant durant les 150 premières années après la chute de l'Empire romain d'Occident, il y a tout autant de commerce entre l'Orient et l'Occident. Il y a tout autant
d'orientaux qui se, qui se, qui se baladent, si vous voulez, en Occident. Vous avez la circulation de denrées, de soie, d'épices. Il y a beaucoup d'épices dans la cour des rois mérovingiens. Ils en ont beaucoup. Et, le commerce continue entre Marseille et les ports d'Orient qui fournissent l'Occident en épices, en soie, en huile. Le papyrus est omniprésent aussi en Occident sous les rois mérovingiens et visigoths qui écrivent sur du papyrus et non pas sur du parchemin. Le papyrus est produit exclusivement en Égypte et l'Égypte, comme sous le temps de l'Empire romain, reste le plus grand pourvoyeur. L'État la partie d'Empire, c'est pas le plus grand pourvoyeur, c'est le seul pourvoyeur, l'Égypte, du papyrus, qui est utilisé durant toute l'époque mérovingienne, quasiment, juste avant l'avènement de l'islam, si vous voulez. Voilà cette unité qui est encore solidifiée par le commerce de la soie, des épices, de l'huile, du papyrus. Et on a même la circulation d'animaux exotiques typiques de l'Orient jusqu'en Occident, puisque la grande source qu'utilise Henri Pirenne, Grégoire de Tours est vraiment Grégoire de Tours étant un évêque contemporain des premiers rois mérovingiens. Eh bien, la grande source qu'utilise Henri Pirenne et Grégoire de Tours stipule par ses témoignages et confirme par ses témoignages la grande continuité civilisationnelle, culturelle et économique qui existe entre l'Empire romain et qui existe entre la partition étatique qui est maintenant celle de l'Occident et l'Occident encore uni sous l'empereur. Il n'y a pas de grand changement. Et il dit, Grégoire de Tours, qu'il y a même des chameaux, des dromadaires qui se déplacent en Gaule et en Espagne et qui sont utilisés fréquemment par les pèlerins, par les voyageurs et les commerçants, ce qui prouve que l'unité commerciale et économique qui était réelle sous l'Empire romain n'a pas cessé d'exister et continue sa vie, son existence, sa réalité. Et puis il y a un autre élément, c'est voilà, la circulation des denrées et puis l'union monétaire. Jusqu'à l'avènement de l'islam, l'Occident et l'Orient sont encore unis par les flux commerciaux qui passent par la Méditerranée et aussi par une union économique et militaire, puisque quasiment tous les rois germaniques frappent monnaie en l'honneur de l'empereur. Tous les rois germaniques se soumettent à l'empereur de Byzance. Voilà, le seul roi dans l'histoire romaine qui s'est opposé trop frontalement à l'Empire romain et qui a voulu s'émanciper de la civilisation romaine, c'est peut-être Genséric, le roi des Vandales, qui s'est emparé de l'Afrique et qui en plus a attaqué, pillé et ruiné les institutions catholiques là-bas, ce qui a fragilisé considérablement l'Église d'Afrique avant que l'islam lui porte le coup de grâce quand elle a fait son éruption en Afrique. Mais non, la plupart des rois germains reconnaissent l'empereur et les rois germains frappent monnaie en l'honneur de l'empereur. Et le dernier empereur qui apparaît dans les monnaies des Mérovingiens, les monnaies en or des Mérovingiens, des Visigoths et des Ostrogoths. Et c'est l'empereur, enfin les Ostrogoths ils n'existent plus puisqu'ils ont été éradiqués ensuite par Narsès et Bélisaire. Mais les dernières monnaies frappaient en l'honneur de l'empereur byzantin par des rois barbares d'Occident, et ce qui prouve que l'unité monétaire, voire la symbolique unitaire de l'Empire existait encore. Eh bien, c'est des monnaies qui étaient frappées en l'honneur d'Héraclius. Héraclius qui était l'empereur byzantin contemporain de l'invasion islamique qui a surpris le monde méditerranéen à partir de 634 de notre ère. Et donc, comment Henri Pirenne justifie cette union monétaire qui fait la continuité de l'Antiquité et de l'union méditerranéenne et de l'union du monde romain autour du bassin méditerranéen. Voilà ce qu'il dit sur la monnaie en or. C'est l'or qui détermine la valeur monétaire de l'Empire pour lui, puisque c'est la monnaie de référence, c'est l'or.
Et l'or qui circulait à ce moment-là, 150 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident, entre Orient et les États d'Occident, eh bien, c'était le solidus qu'avait instauré Constantin, le solidus d'or, et qui était toujours utilisé par l'ensemble du monde méditerranéen. Voilà comment, je vous lis comment Henri Pirenne l'explique. Le sou d'or romain, réajusté par Constantin, était l'unité monétaire dans tout l'Empire au moment des invasions. Ce système monétaire, que les barbares connaissaient depuis longtemps grâce aux subsides que l'Empire leur avait versés, ils se gardèrent bien d'y toucher. Dans aucun des pays occupés par eux, on observe au début le moindre changement dans la circulation monétaire. Bien plus même. C'est à l'effigie des empereurs que les rois germaniques frappent monnaie. Il n'est rien qui atteste mieux la persistance de l'unité économique de l'Empire. Il était impossible de lui enlever le bienfait de l'unité monétaire. Jusqu'au cataclysme contemporain des Carolingiens, l'Orient grec, comme l'Occident conquis par les Germains, communièrent dans le monométallisme or qui avait été celui de l'Empire. Les navigateurs syriens, en débarquant dans les ports de la mer Tyrrhénienne, y retrouvaient les monnaies auxquelles ils étaient accoutumés dans la mer Égée. Bien plus même. Les espèces monétaires des nouveaux royaumes barbares adoptèrent les changements introduits dans la monnaie byzantine. Donc il y a une unité monétaire, une unité qui est voulue par les rois germains en mal de légitimité, et les rois germains qui admirent la civilisation romaine qui perdure dans la force et dans la force d'admiration qu'ont ces rois germains pour l'Occident. Plus loin, Henri Pirenne le résume très bien. En fait, c'est une idée assez simplificatrice de considérer que dès lors que l'entité politique Empire romain d'Occident n'existe plus, la romanité s'effondre avec lui. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. La romanité a survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident en Occident. La romanité a survécu et il n'y a pas eu de cataclysme. Le cataclysme qu'on nous a raconté n'est pas réel, n'a pas été ressenti comme tel par les populations de l'époque. Que dit Henri Pirenne ? De quelque côté qu'on l'envisage, la période inaugurée par l'établissement des barbares dans l'Empire n'a donc rien introduit dans l'histoire d'absolument nouveau. Ce que les Germains ont détruit, c'est le gouvernement impérial in partibus occidentis. Ce n'est pas l'Empire. Eux-mêmes, en s'y installant comme foederati, le reconnaissent. Loin de vouloir y substituer quelque chose de nouveau, ils s'y logent. Et si leur aménagement entraîne de graves dégradations, ils n'amènent pas un plan nouveau. On pourrait presque dire que le vieux palazzo est maintenant divisé en appartements. Mais comme construction, il subsiste. Bref, le caractère essentiel de la Romagna reste méditerranéen. Les prix frontières demeurent germaniques et l'Angleterre ne joue encore aucun rôle. L'erreur est de les avoir pris à cette époque comme point de départ. À considérer les choses comme elles sont, la grande nouveauté de l'époque est donc un fait politique. Une pluralité d'États se substitue en Occident à l'unité de l'État romain. Et cela sans doute est considérable. L'aspect de l'Europe change, mais sa vie ne change pas en son fond. Ces États, que l'on appelle nationaux, ne sont en somme pas nationaux du tout, mais seulement des fragments du grand ensemble auquel ils se sont substitués. Ce ne sont que les fragments du grand ensemble auquel ils se sont substitués, c'est-à-dire que ce grand ensemble représentait la romanité, et ces fragments représentent toujours la romanité, mais une romanité dispersée, une romanité qui n'est plus politiquement unifiée, mais qui est unifiée culturellement, qui est unifiée économiquement, et qui est unifiée culturellement. Voilà l'importance, plus que l'appareil politique qui a peu de valeur en histoire. C'est la communauté civilisationnelle qui perdure, et c'est ça qui est important. C'est ça qui fonde cette unité essentielle. Il dit plus loin, en parlant de cette unité, que lui il appelle l'unité méditerranéenne. L'unité méditerranéenne, qui constitue l'essentiel de ce monde antique, se maintient dans toutes ses manifestations.
L'hellénisation croissante de l'Orient ne l'empêche pas de continuer à influencer l'Occident par son commerce, son art, les agitations de sa vie religieuse. Dans une certaine mesure, on l'a vu, l'Occident se byzantinise. C'est cela qui explique le mouvement de reconquête de Justinien, qui refait presque de la Méditerranée un lac romain. Et sans doute, vu comme nous le voyons, il paraît bien que cet empire ne pouvait durer. Mais il n'en était pas de même pour les contemporains. L'invasion lombarde n'a certainement pas eu l'importance qu'on lui attribue. Ce qui frappe en elle, c'est sa lenteur. La politique méditerranéenne de Justinien, et elle est bien cela puisqu'il lui sacrifie ses luttes contre les Perses et les Slaves, correspond à l'esprit méditerranéen de toute la civilisation européenne du 5e au 7e siècle. C'est au bord de ce Mare Nostrum que l'on rencontre toutes les manifestations spécifiques de la vie de l'époque. C'est comme sous l'Empire, vers elle que gravite le commerce. C'est là qu'écrivent les derniers représentants de la littérature antique, un Boès, un Cassiodore. Là que naît et se développe, avec un César d'Erle et un Grégoire le Grand, la nouvelle littérature de l'Église. Là qu'avec un Isidore de Séville se fait l'inventaire de la civilisation grâce auquel le Moyen-Âge connaîtra l'Antiquité. C'est là qu'à l'Airain ou au Mont Cassin, le monachisme, venu d'Orient, s'acclimate au milieu occidental. C'est de là que partent les missionnaires qui convertiront l'Angleterre. C'est là que se dressent les monuments caractéristiques de cet art hellénistico-oriental qui semble destiné à être celui de l'Occident, comme il est resté celui de l'Orient. Aucun indice au 7e siècle n'annonce encore la fin de la communauté de civilisation établie par l'Empire romain des colonnes d'Hercule à la mer Égée et des côtes de l'Égypte et d'Afrique à celles d'Italie, de Gaule et d'Espagne. Le monde nouveau n'a pas perdu le caractère méditerranéen du monde antique. Au bord de la Méditerranée se concentre et s'alimente tout ce qu'il possède d'activité. Rien n'annonce que l'évolution millénaire doive être brusquement interrompue. Personne ne s'attend à une catastrophe. Si les successeurs immédiats de Justinien ne peuvent continuer son œuvre, ils n'y ont pas renoncé. Ils refusent de faire aucune concession aux Lombards. Ils fortifient fébrilement l'Afrique. Ils y établissent leur thème comme en Italie. Leur politique s'étend aux Francs comme aux Visigoths, leur flotte à la maîtrise de la mer. Le pape de Rome voit en eux le souverain. Le plus grand esprit de l'Occident, Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, salue l'empereur Phocas en 603 comme régnant seul sur des hommes libres, tandis que les rois d'Occident ne règnent, dit-il, que sur des esclaves. Hoc namque inter reges gentium et republicae imperatores distat, quod reges gentium domini serverum sunt, imperatores vero republicae domini libererum. Voilà. Et puis, ce que j'ai moins souligné dans cette première partie qui prend fin déjà, c'est l'unité intellectuelle et culturelle, unité intellectuelle et transmission intellectuelle des valeurs de l'Occident qui se perpétue à travers l'Église qui est à l'époque conservatrice du savoir, de la culture occidentale, mais aussi le monde laïque. Le monde laïque est tout aussi fort que le monde clérical, puisque 100 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident, les rois mérovingiens n'ont pas de lien très fort avec l'Église, dans le sens où la cour des rois mérovingiens est constituée de laïcs instruits, issus des cours de grammairiens et de rhéteurs, et des classes sénatoriales et aristocratiques. Il y a encore un milieu laïque très instruit 100 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident et qui concurrence par son instruction les milieux ecclésiastiques. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'ingérence à l'époque mérovingienne, il n'y a pas d'ingérence de l'Église sur le pouvoir temporel qui n'est pas dépendant intellectuellement de l'Église, puisqu'elle a à sa disposition des laïcs tout aussi instruits que les membres de l'Église. Et ces membres de l'Église vivent dans un environnement latin, je veux dire, à 100 ans, 150 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident. La langue commune de cette partie occidentale reste le latin. C'est un latin abattardi, c'est un latin populaire, mais ça reste le latin, et il y a encore de grandes œuvres culturelles qui se produisent dans cette partie occidentale de l'Empire, si bien qu'on peut dire que les langues culturelles latins et du monde romain continuent à exister après cette chute de l'Empire romain d'Occident. Et donc que la continuité est réelle et que, encore une fois, pour revenir à la thèse d'Henri Pirenne,
Il est de mauvais ton de marquer la fin de l'Antiquité par une chute qui n'a pas fondamentalement bouleversé la vie des Romains de cette partie occidentale de l'Empire. Ainsi, l'Église, dit Henri Pirenne, consciente de sa mission, se sert du latin vulgaire, ou pour mieux dire, d'un latin sans rhétorique, accessible au peuple. Elle veut écrire dans ce latin du peuple qui est une langue vivante, la langue du temps qui ne se préoccupe pas des incorrections. Elle compose pour le peuple des vies de saints qui ne visent qu'à l'édification miraculeuse. Cette simplicité de langue, qui est celle d'Isidore de Séville, n'est pas exclusive de la science. Isidore est un compilateur qui veut mettre la science antique à la portée de ses contemporains. De l'esprit antique, plus rien ne subsiste chez lui. Mais il fait connaître des recettes et des faits. Il a été l'encyclopédie du Moyen-Âge. Or, lui aussi, il est un méditerranéen. Ainsi, c'est encore dans la Romagna du Sud que s'opère cette orientation nouvelle que l'esprit chrétien donne à la littérature, qui, barbare peut-être dans la forme, n'en reste pas moins vivante et agissante. C'est la dernière forme sous laquelle le latin ait encore été écrit comme langue parlée, comme langue des laïcs. Car c'est pour les laïcs qu'écrivent tous ces clercs qui abandonnent la tradition antique pour se faire comprendre d'eux. Il en est autrement en Angleterre, où le latin est importé comme langue savante pour les besoins de l'Église, mais aucun effort n'est fait pour l'introduire dans le peuple qui reste purement germanique de langue. Le temps viendra où les clercs useront à nouveau d'un latin classique. Mais alors ce latin sera devenu une langue savante qu'ils n'écriront plus que pour les gens d'église. Voilà la continuité de la romanité qui se manifeste par le fait que la grande partie de la romanité, après la chute de l'Empire d'Occident, continue d'utiliser le latin comme une langue populaire, une langue commune, et une langue parlée par l'ensemble du peuple. Ce qui marque bien la continuité de cet empire romain qui n'existe plus en tant qu'entité politique, mais qui existe bien comme réalité culturelle. Et donc voilà, pour ces trois éléments qui transcendent la chute de l'empire romain tel qu'on l'a appris, qu'on l'apprend à l'école. Donc ces trois unités, c'est la continuité civilisationnelle, économique et intellectuelle qui font que pour Henri Pirenne, la date de 476 n'a pas lieu d'être pour marquer la fin de l'Antiquité. Il faut que l'Antiquité doit nécessairement se prolonger de par cette réalité civilisationnelle, économique et intellectuelle, doit nécessairement se prolonger au-delà de cette date canonique qui, pour Henri Pirenne, n'a pas de valeur. Et donc c'est là que intervient la nouvelle périodisation imposée par Henri Pirenne. Pour Henri Pirenne, eh bien, c'est l'islam. C'est l'islam qui introduit le Moyen-Âge, c'est l'islam qui fait rentrer l'Occident dans le Moyen-Âge. C'est l'islam qui, en coupant l'unité économique, intellectuelle de la Méditerranée, en coupant l'Orient de l'Occident, en isolant l'Occident de l'Orient, qui permet au Moyen-Âge de surgir et qui marque le début du Moyen-Âge en tant que tel. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'islam, dans la pensée d'Henri Pirenne, la deuxième partie, l'islam, les Coringiens, l'islam n'est pas assimilable. L'islam est une civilisation qui veut détruire une civilisation antagoniste, la civilisation romaine. Et Henri Pirenne résume par une formule assez bien vue, assez percutante, la différence fondamentale qu'il y a entre des Germains païens qui ont été rapidement assimilés à la grande civilisation romaine et des Arabes qui ont leur propre religion et leur propre civilisation et qui ne comptent pas se soumettre à la civilisation romaine. Alors comment ? Que dit-il ? La grande question qui se pose ici est de savoir pourquoi. Pourquoi les Arabes, qui n'étaient certainement pas plus nombreux que les Germains, n'ont pas été absorbés comme eux par les populations de ces régions de civilisation supérieure, dit-il, dont ils se sont emparés. Tout est là, il n'est qu'une réponse et elle est d'ordre moral, tandis que les Germains n'ont rien à opposer au christianisme de l'Empire. Les Arabes sont exaltés par une foi nouvelle. C'est cela, et cela seul qui les rend inassimilables. Car pour le reste, ils n'ont pas plus de prévention que les Germains contre la civilisation de ceux qu'ils ont conquis.
Au contraire, ils se l'assimilent avec une étonnante rapidité. En sciences, ils se mettent à l'école des Grecs, en art à celle des Grecs et des Perses. Ils ne sont même pas fanatiques, du moins au début, et n'entendent pas convertir leurs sujets. Mais ils veulent les faire obéir au seul Dieu, Allah, à son prophète, Mahomet, et, puisqu'il était arabe, à l'Arabie. Leur religion universelle est en même temps nationale. Ils sont les serviteurs de Dieu. Islam signifie résignation ou soumission à Dieu, et musulman veut dire soumis. Allah est un, et il est logique dès lors que tous ses serviteurs aient pour devoir de l'imposer aux incroyants, aux infidèles. Ce qu'ils se proposent, ce n'est pas, comme on l'a dit, leur conversion, mais leur suggestion. C'est cela qu'ils apportent avec eux. Ils ne demandent pas mieux après la conquête que de prendre comme un butin la science et l'art des infidèles. Ils les cultiveront en l'honneur d'Allah. Ils leur prendront même leurs institutions dans la mesure où elles leur seront utiles. Ils y sont poussés d'ailleurs par leur propre conquête. Pour gouverner l'empire qu'ils ont fondé, ils ne peuvent plus s'appuyer sur leurs institutions tribales. De même, les Germains n'ont pu imposer les leurs à l'Empire romain. La différence est que partout où ils sont, ils dominent. Les vaincus sont leurs sujets, payent seuls l'impôt, sont hors de la communauté des croyants. La barrière est infranchissable. Aucune fusion ne peut se faire entre les populations conquises et les musulmans. Quel contraste formidable avec un Théodoric qui se met au service de ses vaincus et cherche à s'assimiler à eux. Chez les Germains, le vainqueur ira au vaincu spontanément. Chez les Arabes, c'est le contraire. C'est le vaincu qui aura au vainqueur. Et il n'y pourrait aller qu'en servant. Comme lui, Allah, en lisant, comme lui, le Coran, donc en apprenant la langue, qui est la langue sainte, en même temps que la langue maîtresse. Aucune propagande, ni même, comme chez les chrétiens après le triomphe de l'Église, aucune compression religieuse. Voilà. Ils n'exigent que l'obéissance à Allah, obéissance extérieure d'être inférieur, dégradé, méprisable, qu'on tolère, mais qui vivent dans l'abjection. Donc voilà ce que dit Henri Pirenne, l'islam est portrice d'un projet, et ce projet, c'est celui de détruire la civilisation romaine. Les Germains n'ont jamais voulu détruire la civilisation romaine, comme le dit si bien Henri Pirenne au début de son ouvrage. Ils ne l'ont jamais haï. Au contraire, ils ont voulu être assimilés à la civilisation romaine, et la suite de l'histoire le montre. Ils ont pris avec grand enthousiasme, et ils ont reconnu avec grand enthousiasme la suprématie de l'empereur d'Orient. Ils se sont emparés des titres de patrice, de consul, de gouverneur au nom de l'empereur. Ils ont gouverné au nom de l'empereur. Ils se sont emparés de la langue commune du peuple, le latin. Ils ont rédigé tous leurs actes officiels en latin. Ils se sont convertis au christianisme nicéen. Ils ont abandonné l'arianisme et ils ont épousé la religion de l'Empire romain. C'est barbare. Ils se sont entourés d'aristocrates et d'hommes de lettres formés dans les écoles de rhétorique et de grammaire du monde romain, alors que l'islam et les Arabes étaient porteurs d'un projet civilisationnel et destructeur de la civilisation romaine. Ils veulent assujettir la civilisation romaine, et en cela, leur projet conflictuel et violent a rompu l'union méditerranéenne qui liait l'Occident à l'Orient depuis la constitution de l'Empire romain. Et c'est cette rupture, c'est cette irruption foudroyante de l'islam dans le jeu méditerranéen qui a rompu les digues et qui a fait que le Moyen-Âge s'est constitué. Le Moyen-Âge s'est constitué puisque cette rupture a coupé la Méditerranée. Henri Pirenne explique que la Méditerranée a été coupée par l'islam, par les invasions islamiques et par les conquêtes de l'islam. L'or a cessé de circuler entre l'Orient et l'Occident. Les denrées, soie, huile, épices, également papyrus, ont également cessé de circuler. Le papyrus n'a plus été utilisé en Occident et le parchemin a repris le relais. C'est pour ça qu'à partir du 8e siècle, on ne trouve plus de papyrus dans les archives de l'Occident européen, mais des parchemins. On ne retrouve plus de réserves dans les archives d'épices et de toutes ces denrées d'Orient. Il y a eu une coupure économique et il y a eu aussi une coupure culturelle qui a provoqué la fin de cette union méditerranéenne qui était réelle et persistante depuis l'institution de l'Empire romain. Et c'est donc l'islam qui a provoqué cette rupture
Si bien que l'Église, enfin la partie occidentale de l'Empire a dû s'émanciper, a dû faire autre chose, et a dû trouver un autre point de référence que Constantinople, qui était maintenant assailli. Constantinople qui était dans un sale état, et Constantinople qui essayait de résister à une civilisation qui voulait détruire la civilisation romaine, et qui a résisté grâce à sa puissance maritime. Constantinople est devenue une grande puissance navale, et grâce à cela a pu résister à l'islam, et a pu protéger en soi aussi la partie occidentale qui s'est elle-même protégée à Poitiers, mais qui avait aussi besoin de la résistance de la partie orientale pour modérer l'islam dans ses ardeurs, premières ardeurs de conquête. Et donc, Pyrène montre que Charlemagne s'est imposé et a créé un nouvel empire romain pour pallier à la rupture et à la coupure de la Méditerranée, et que c'est là que notre civilisation, telle que Huntington l'a pensée, puisque Samuel Huntington fait démarrer la civilisation occidentale à l'avènement de l'Empire carolingien, et ça rejoint très bien la thèse d'Henri Pirenne, puisqu'Henri Pirenne déclare que le Moyen-Âge commence avec l'Empire carolingien, le Moyen-Âge commence avec Charlemagne et l'éruption de l'islam qui a coupé l'Orient et l'Occident, et qui a fait que l'Orient et l'Occident se sont séparés définitivement par le fait même que l'unité de l'Empire a été cassée par l'instauration d'un nouvel empire romain en Occident, celui de Charlemagne. Alors que dit Henri Pirenne ? Rien ne montre mieux le bouleversement de l'ordre antique et méditerranéen qui avait prévalu pendant tant de siècles. L'empire de Charlemagne est le point d'aboutissement de la rupture, par l'islam, de l'équilibre européen. S'il a pu se réaliser, c'est que, d'une part, la séparation de l'Orient d'avec l'Occident a limité l'autorité du pape à l'Europe occidentale, et que, d'autre part, la conquête de l'Espagne et de l'Afrique par l'islam avait fait du roi des Francs le maître de l'Occident chrétien. Il est donc rigoureusement vrai de dire que, sans Mahomet, Charlemagne est inconcevable. L'ancien empire romain est devenu, en fait, au 7e siècle, un empire d'Orient. L'empire de Charles est un empire d'Occident. En réalité, chacun des deux ignore l'autre. Et conformément à la direction qu'a prise l'histoire, le centre de cet empire est dans le nord, là où s'est transporté le nouveau centre de gravité de l'Europe. Avec le royaume franc, mais avec le royaume franc austrasien germanique, s'ouvre le Moyen-Âge. Après la période pendant laquelle du 5e au 8e siècle subsiste l'unité méditerranéenne, la rupture de celle-ci a déplacé l'axe du monde. Le germanisme commence son rôle. Jusqu'ici, la tradition romaine s'était continuée. Une civilisation romano-germanique originale va maintenant se développer. L'empire carolingien, ou plutôt l'empire de Charlemagne, est le cadre du Moyen-Âge. L'État sur lequel il est basé est extrêmement faible et croulera, mais l'empire subsistera comme unité supérieure de la chrétienté occidentale. Donc, l'irruption de l'islam, la fermeture de la Méditerranée qui a provoqué cette irruption foudroyante de l'islam dans le bassin méditerranéen, a permis à l'Occident de prendre son indépendance sur l'Orient, sur l'Empire byzantin, et a permis la création, l'émergence d'une civilisation originale, si j'ose dire, mais toujours très grandement attachée à la civilisation romaine, qui est notre civilisation. C'est notre civilisation, c'est la civilisation occidentale, c'est l'Occident chrétien, c'est la civilisation issue de ce partage du monde et de cette rupture définitive avec l'Orient romain, avec l'Orient orthodoxe, et chrétien avec l'Orient de l'empereur, qui avait des prétentions universelles, prétentions qui ont bien été marquées au moment où Justinien s'est lancé dans son projet de Renovatio Imperii. Henri Pirenne le décrit très bien dans son livre, toute l'ascension de Justinien, qui va jusqu'à reprendre la totalité de l'Italie, l'Afrique et une partie de l'Espagne. Eh bien, cet élan de Rénovation Imperii et ces projets de reconstitution politique intégrale de l'Empire romain prennent fin, définitivement, avec l'irruption de l'islam, mais surtout
avec la constitution d'un nouvel empire romain concurrent en Occident, celui de Charlemagne, qui casse l'unité méditerranéenne et qui fait rentrer notre civilisation et notre monde et notre Europe dans le Moyen-Âge, selon Henri Pirenne. Et de fait, Henri Pirenne conclut son propos en rappelant ses principales thèses qui refondent la périodisation de l'histoire et qui donnent un nouveau sens à ce découpage du temps qui est redéfini par Henri Pirenne de façon plus pertinente, puisque c'est un redécoupage du temps qui se base sur des éléments non plus entièrement chronologiques, mais culturels, économiques et sociaux. Que dit-il ? De tout ce qui précède se dégagent, semble-t-il, deux constatations essentielles. Les invasions germaniques n'ont mis fin ni à l'unité méditerranéenne du monde antique, ni à ce que l'on peut constater d'essentiel dans la culture romaine, telle qu'elle se conservait encore au 5e siècle, à l'époque où il n'y a plus d'empereur en Occident. Malgré les troubles et les pertes qui en ont résulté, il n'apparaît de principe nouveau ni dans l'ordre économique, ni dans l'ordre social, ni dans la situation linguistique, ni dans les institutions. Ce qui subsiste de civilisation est méditerranéen. C'est au bord de la mer que se conserve la culture, et c'est de là que sortent les nouveautés. Monachisme, conversion des anglo-saxons, art barbare. L'Orient est le facteur fécondant. Constantinople, le centre du monde. En 600, le monde n'a pas pris une physionomie qualitativement différente de celle qu'il avait en 400. Deuxièmement, la rupture de la tradition antique a eu pour instrument l'avance rapide et imprévue de l'islam. Elle a eu pour conséquence de séparer définitivement l'Orient de l'Occident en mettant fin à l'unité méditerranéenne. Des pays comme l'Afrique et l'Espagne, qui avaient continué à participer à la communauté occidentale, gravitent désormais, mais dans l'orbite de Bagdad. C'est une autre religion, une autre culture dans tous les domaines qui y apparaît. La Méditerranée occidentale, devenue un lac musulman, cesse d'être la voie des échanges et des idées qu'elle n'avait cessé d'être jusqu'alors. L'Occident est embouteillé et forcé de vivre sur lui-même, en vase clos. Pour la première fois depuis toujours, l'axe de la vie historique est repoussé de la Méditerranée vers le nord. La décadence où tombe à la suite de cela le royaume mérovingien fait apparaître une nouvelle dynastie, originaire des régions germaniques du nord, la carolingienne. Le pape s'allie à elle, rompant avec l'empereur qui, absorbé par la lutte contre les musulmans, ne peut plus le défendre. Ainsi l'Église s'allie au nouveau cours des choses. Dans Rome, dans le nouvel empire qu'elle fonde, il n'y a plus qu'elle. Et son emprise est d'autant plus grande que l'État, incapable de conserver son administration, se laisse absorber par la féodalité, suite fatale de la régression économique. Toutes les conséquences de ceci apparaissent éclatantes après Charlemagne. Avec des nuances différentes suivant les régions, l'Europe, dominée par l'Église et la féodalité, prend alors une physionomie nouvelle. Le Moyen-Âge, pour conserver la locution traditionnelle, commence. La transition a été longue. On peut dire qu'elle occupe tout le siècle qui va de 650 à 750. C'est pendant cette période d'anarchie que la tradition antique se perd et que les éléments nouveaux prennent le dessus. L'évolution s'achève en 800 par la constitution du Nouvel Empire qui consacre la rupture de l'Occident et de l'Orient par cela même qu'il donne à l'Occident un nouvel empire romain. C'est la preuve évidente qu'il a rompu avec l'Ancien qui se continue. C'est la preuve évidente qu'il a rompu avec l'Ancien qui se continue à Constantinople. C'est la fin de l'ouvrage. C'est par ces mots qu'Henri Pirenne conclut sa thèse. Enfin, vous savez, c'est le manuscrit qui a été réécrit et qui a été retravaillé, puisqu'Henri Pirenne, selon son fils, écrivait d'abord une première fois son ouvrage, et ensuite il le retravaillait, et on faisait un autre totalement différent, avec un autre style. Voilà comment travaillait Henri Pirenne. Il écrivait d'abord tous les faits qu'il voulait raconter sur son projet, et puis il écrivait. Et Mahomet et Charlemagne, c'est pas l'histoire ou c'est pas l'œuvre de la fin de sa vie. Ça a été c'est le fruit d'un long travail de recherche, l'œuvre Mahomet et Charlemagne, puisqu'Henri Pirenne a d'abord, avant de composer cette synthèse qui résumait sa pensée sur cette nouvelle périodisation de l'histoire,
Il a d'abord rédigé plusieurs articles sur le sujet, et ces articles se retrouvent dans ce livre sous diverses sections. Il a d'abord commencé par rédiger un article en 1922 sur un contraste économique mérovingien et carolingien, contraste économique qui est dû à la rupture de l'unité monétaire et commerciale entre l'Orient et l'Occident, qui a été induite par l'irruption de l'islam. Donc Henri Pirenne, dans cet article, rappelait que les Mérovingiens s'habillaient avec de la soie, avaient des réserves d'or monumentales, vivaient dans une richesse qui était rendue possible par cette connexion sans frein avec l'Orient et avec les richesses de l'Orient, alors que Charlemagne a vécu dans un relatif dénuement. Il était habillé très simplement et très modestement parce que la rupture de la Méditerranée faisait que l'Occident était livré à lui-même, et que livré à lui-même, eh bien, il devait vivre sur ses ressources, et ses ressources n'étaient pas aussi prospères que celles de l'Orient, et qu'avant que l'Occident se crée sa propre richesse et s'émancipe totalement de la tutelle de l'Empire romain d'Orient, eh ben, il vivait dans un relatif dénuement qui était celui de Charlemagne dans ses vêtements et dans sa manière de vivre. Il écrit aussi un autre article dans la même veine, en 1928, Le commerce du papyrus dans la Gaule mérovingienne. Autre article où il montre que le papyrus circulait massivement dans toute la partie occidentale, même après la chute de l'Empire romain d'Occident, et donc que les Mérovingiens utilisaient très couramment le papyrus qui était produit en Égypte et qui venait directement d'Égypte pour rédiger leurs actes. Troisième article dans la même veine qui préparait cet ouvrage phare de Mahomet et Charlemagne, donc qui est le fruit d'un long travail de recherche, c'est l'instruction des marchands au Moyen-Âge, qui montrait que les laïcs et le monde laïque et l'instruction et les écoles de rhétorique subsistaient après cette chute de l'Empire romain d'Occident. Ensuite, il a écrit Le trésor des rois mérovingiens, qui soulignait les réserves d'or conséquentes qui étaient à la disposition des rois mérovingiens, article écrit en 1933. Puis enfin, il a écrit un article de l'état de l'instruction des laïcs à l'époque mérovingienne en 1934. Et donc la réunion de tous ces articles lui a permis de synthétiser toute sa pensée pour accoucher de cette œuvre qui fait date, Mahomet et Charlemagne, qui remet en cause et qui remet en question la périodisation traditionnelle entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, et qui ouvre une période que les historiens appellent l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, c'est une antiquité qui peut se prolonger jusqu'à Charlemagne, et même certains historiens vont plus loin que Pirenne, et ils veulent prolonger l'Antiquité vers l'an 1000 de notre ère. Donc Henri Pirenne a cassé la périodisation trop rigide de l'histoire, et a permis de déplacer le curseur du début du Moyen-Âge et le curseur de la fin de l'Antiquité. C'est sa contribution essentielle, et c'est ce qui l'a fait connaître. Donc lisez Henri Pirenne, et puis moi je vous ai pas résumé l'essentiel. Henri Pirenne fait un rappel historique et donne des exemples précis qui justifient et confirment sa thèse. Moi là je vous ai simplement extrait laisser la thèse et la proposition que donne Henri Pirenne pour redéfinir cette périodisation. Mais en lisant le livre, vous allez connaître tous les détails de cette histoire et être plus ou moins convaincu par la thèse d'Henri Pirenne.